partager mon écran. Tac. On va le mettre comme ça. Je vais le mettre en plein écran. Et normalement, je vais vérifier que c'est bien partagé. Ça ne fonctionne pas. Alors, on va partager. Voilà. Hop. Donc, on va se lancer. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous du coup la bienvenue pour ce webinaire du mois de décembre qui sera consacré sur pas mal de petits points réglementaires des actualités, puis un petit bilan sur quelques actions que nous avons menées du coup toute cette année. Autoriser au fur et à mesure. Donc, hop. Alors, je vais juste masquer. Ça. Voilà. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sera consacré du coup à présenter l'actualité réglementaire de la CAF en décembre 2024 et faire un focus sur la mise en œuvre de la réforme France Travail à compter de janvier 2025. Donc, tous nos collègues et partenaires du coup du conseil départemental, je pense qu'ils seront intéressés par ce volet-là plus que les autres. Mais on va quand même débuter du coup par une actualité de décembre 2024 avec, on va passer en revue du coup tout ce qui est prime exceptionnelle RSA en fin d'année, parce que je pense que ça vous a intéressé. On va renouveler comme les années précédentes. La mise à jour des ressources annuelles des usagers, l'aide aux victimes des violences conjugales, donc la VVC avec un bilan qu'on va faire du coup sur toute l'année 2024. Une petite nouveauté du coup en lien avec les appels téléphoniques pour appeler directement la CAF en un clic depuis l'application mobile. L'authentification renforcée. Hop. Et petit souci technique. L'authentification du coup qui est renforcée sur le site caf.fr, les demandes d'information avec des relances SMS pour les usagers, un rappel d'utilisation du montant d'aide sociale, le lancement des contrôles annuels des ressources comme chaque année, une évolution sur la médiation administrative avec le lancement de la téléprocédure. Donc en plus en tant que médiateur, je vous pourrai présenter ça. Donc on se présentera juste après, j'ai oublié de le faire, on va se présenter juste après. Les actualités sur la parentalité qui seront présentées par ma collègue justement. Le calendrier des paiements 2025, avec le rappel en fait des paiements mensuels classiques, les prochains rendez-vous allocataires, et du coup le zoom sur les évolutions France Travail. Donc je me présente, je m'appelle Thomas Brune, je suis du coup responsable d'unité au service prestations à la CAF de la Haute-Marne, et également du coup médiateur administratif, donc ça va me permettre de vous présenter tout le volet du coup de médiation administrative. Et je suis accompagné du coup de ma collègue. Donc, moi, c'est Jennifer Garnier, je suis conseillère technique thématique à l'action sociale et je suis en charge de la parentalité et de l'animation de la vie sociale. Voilà. Donc c'est moi qui vais vous présenter tout le début puisque ça va, ça va me concerner, du coup ça va être tout ce qui est partie prestation et je laisserai la main du coup à ma collègue pour tout l'aspect parentalité qu'elle maîtrise parfaitement. Donc, le premier zoom, ça va être sur la prime exceptionnelle de fin d'année. Donc, comme chaque année, elle est renouvelée. Elle sera versée du coup à tous les bénéficiaires RSA avec un droit supérieur à 0 sur le mois précédent, du coup, le versement, donc à partir du mois de novembre. S'il y avait un droit au RSA au mois de novembre, elle sera versée. Les barèmes, pour l'instant, ne sont pas encore communiqués, mais à titre indicatif, on vous a remis du coup ceux de l'année dernière, avec par exemple 152,45 € pour une personne seule. 228 pour deux personnes, 274 € pour trois personnes, etc. La seule chose dont on est sûr pour l'instant, c'est la date de mise en paiement et d'arrivée sur le compte des allocataires qui sera le 15 décembre 2024. Donc on a déjà beaucoup de questions à ce sujet et pas mal d'informations qui sont données dans les réseaux sociaux, sur les médias, etc., avec son montant et sa confirmation. Nous, la seule chose qu'on peut vous confirmer, c'est le maintien et le versement au 15 décembre 2024. Voilà. Donc, une information sera disponible sur caf.fr dès qu'on aura du coup la confirmation et du barème exact. Logiquement, depuis plusieurs années, c'est à peu près le même barème, donc il n'y a pas de raison que ça change. Le deuxième focus, c'est sur l'actualisation des ressources annuelles des usagers. Donc, comme chaque année, du coup, dans les environs de l'automne,
Nous envoyons du coup une requête auprès de la DGFiP pour récupérer les ressources annuelles de nos allocataires afin de calculer du coup leurs prestations pour l'année suivante. Donc pour l'année 2025 vont être utilisées du coup les ressources N-2 qui vont être les ressources 2023. Donc, comme d'habitude, l'échange des ressources avec la DGFiP s'est très bien passé. Alors néanmoins, il manque toujours du coup des personnes qui ne feraient pas leur déclaration aux impôts, qui ont des ressources incomplètes ou pour lesquelles nous n'arrivons pas à récupérer leurs ressources avec cet échange-là. Donc pour toutes ces personnes, depuis le mois d'octobre, depuis le 6 octobre pour être exact, ces personnes sont invitées à télédéclarer leurs ressources directement sur le site caf.fr via un module déclaratif qu'ils peuvent faire du coup dès à présent pour que le maintien de leurs droits à partir du 1er janvier 2025 soit bien assuré. Donc, à titre indicatif, à ce jour, 1713 déclarations de ressources ont été récupérées via CAF.fr sur les 2045 qui nous manquent. Donc, soit 84% des informations attendues. Et on vous reconfirme bien qu'en l'absence de déclaration de ressources, du coup, dans le temps imparti, les droits ne seront pas versés, du coup, à partir du 1er janvier. De même pour l'allocation adulte handicapé, à partir du 1er décembre, donc à partir de ce jour, la téléprocédure du coup des avantages vieillesse ou invalidité sur le mois de novembre 2024 est ouvert afin de permettre aux allocataires du coup de renouveler leurs droits AH pour les bénéficiaires de pension, bien sûr uniquement, à partir du 1er janvier 2025. Donc toutes les personnes concernées avec un droit AH et du coup l'absence du titre de pension déclaré au 1er janvier, enfin au 1er novembre, pardon, auront une alerte sur leur site caf.fr. De plus, nous allons aussi du coup leur adresser une campagne alors, de mail, de SMS pour les relancer, pour les prévenir qu'il faut bien qu'ils fassent la démarche le plus rapidement possible. Pardon. Et pour toutes les personnes ou pour tous les tuteurs, le document leur sera directement adressé puisqu'ils n'ont pas, à moins que ce soit des tuteurs physiques, mais sinon, pour les tuteurs moraux, ils n'ont pas accès directement à cette téléprocédure. Alors ça viendra d'ici l'année prochaine, logiquement. Un petit bilan sur l'aide aux victimes de violences conjugales. Alors, on va faire le bilan après un an. Cette aide, elle est en vigueur depuis le 1er décembre 2023, donc ça fait exactement un an. Elle s'inscrivait dans le renforcement de l'offre de prévention et d'accompagnement des parents et des enfants en situation de violence conjugale, qui est un enjeu identifié par la Convention d'objectifs et de gestion 2023-2027 de la branche famille. Pour rappel, cette aide, elle pouvait prendre deux formes, une aide non remboursable, donc via une subvention, ou une aide financière remboursable, qui est au final un prêt sans intérêt que l'allocataire nous rembourse mensuellement sur ses prestations. À savoir qu'aucune condition de ressources n'est prévue pour le versement de cette aide et qu'elle est modulée en fonction des ressources de l'allocataire. Donc forcément, plus il a de ressources, du coup, plus le montant va diminuer ou deviendra du coup un prêt sans intérêt plutôt qu'une aide financière versée du coup sans contrepartie. Le bénéfice de l'aide est conditionné à la présentation d'un des justificatifs suivants. Donc on insiste bien sur les justificatifs, hein, ce n'est pas juste une simple demande, il faut quand même, en plus de la demande, qui est du coup le justificatif, qui soit le dépôt de plainte, soit le procès-verbal d'audition, soit un signalement au procureur de la République ou une ordonnance de protection délivrée par, par le JAF. En matière d'AVVC et de traitement du coup de cette aide, la CAF s'engage sur un versement rapide d'aide, soit sur un délai de 3 jours pour les personnes qui sont allocataires, soit sur un délai de 5 jours maximum pour les personnes qui sont non allocataires. Donc on a toujours un petit délai un petit peu supplémentaire pour les non allocataires, puisqu'il nous faut le temps d'instruction de son dossier et le temps de renseignement des informations. Mais bon, 48 heures de plus, c'est pas énorme par rapport au temps de traitement des prestations globales. Depuis la création du coup de cette nouvelle aide, le petit bilan au 1er décembre 2024, c'est qu'on a en tout, nous, en Haute-Marne, 98 demandes qui ont été déposées, et 89% de ces demandes ont été faites via le format dématérialisé, donc directement sur CAF.fr, puisque la demande est principalement à faire sur CAF.fr et elle est facile et assez rapide. Sur ces 98 demandes, du coup, on a 81 demandes qui ont conduit à un versement, soit 28 178, sur 28 178 au niveau national, qui correspond chez nous à un montant de 63 887 €.
Le montant moyen de l'aide, il s'élève environ à 788 euros. Et le traitement moyen du coup de la demande pour le versement est de 1,9 jours. Donc on est bien en dessous du coup des 3 jours qu'on avait précisé juste avant. Donc pour l'instant, on est bien du coup dans les délais qu'on a fixés depuis le départ. 81% des demandes ont été traitées en moins de 3 jours et 95% en moins de 5 jours. Donc vous retrouverez toutes ces informations ou toutes les communications que vous pourrez retrouver. Alors, je vais accepter, voilà. Sur le site, du coup, sur notre site caf.fr ou msa.fr, puisque que ce soit nous ou que ce soit du coup la branche agricole, avons la proposition de cette aide et la disponibilité directement sur notre site en téléprocédure. Alors, une grande nouveauté aussi, alors, ça ne vous impactera pas forcément, mais ça va impacter directement tous nos allocataires qui souhaitent du coup nous contacter ou avoir des informations directement auprès de la CAF. Sachez que du coup, à partir, alors, c'est à partir du 20 novembre 2024, donc c'est déjà en œuvre depuis 2 semaines, les usagers peuvent nous contacter directement via leur application caf.fr. Enfin, voilà, via leur application, pardon, Mon Compte. En fait, ils ont la petite possibilité maintenant, quand ils se connectent sur leur compte, quand ils vont aller dans l'onglet Contacter ma CAF, d'avoir un petit bouton. Alors là, on ne le voit pas très bien sur le diapo, mais il est sur la première copie d'écran tout en bas à gauche, un petit bouton avec écrit Appeler ma CAF, qui va nous proposer directement du coup d'accéder à demander au téléphone du coup d'autoriser ou de ne pas autoriser l'application d'accéder à la fonctionnalité appelée, qui permet du coup d'arriver directement sur le 3230 et de tomber tout de suite sur la plateforme téléphonique sans avoir besoin de passer par le SVI qui va lui proposer le choix 1, choix 2, choix 3. En appuyant directement sur Appeler ma CAF et faire autoriser, il va tomber directement sur le service et sur le technicien qui va répondre directement à l'appel de la locataire. Alors ça permet de gagner du temps, ça permet de ne pas se tromper sur le choix du service téléphonique et du coup d'être orienté directement via son compte avec l'identification qui est tout de suite faite du coup sur son numéro de locataire ou sur son numéro de sécurité sociale. Savoir qu'une première enquête de satisfaction a été faite pour avoir le retour des usagers sur l'utilisation de ce nouveau module et 90% des allocataires considèrent qu'il est beaucoup plus simple d'appeler la CAF avec ce module. Sachant qu'on a, je crois, plus de 80% des usagers qui passent directement par l'appli mobile plutôt que de passer par le site caf.fr. En supplément, on a aussi un renforcement de l'authentification qui va être mis en place à partir du 10 décembre 2024 pour les allocataires via du coup le site caf.fr sur l'accès à leur compte. Donc en quoi il consiste? Alors, comme jusqu'à maintenant, ils auront besoin d'enregistrer du coup ou de saisir leur numéro de sécurité sociale pour s'identifier avec leur mot de passe. Par contre, pour renforcer du coup l'authentification, ils vont également recevoir à chaque fois un code de vérification qui sera envoyé du coup sur l'adresse mail et s'il n'est pas disponible par SMS. Alors ça va être du coup une authentification un peu plus lourde pour la locataire qui a peut-être un peu de mal à accéder à son adresse mail ou autre. Et comme on a constaté au niveau du coup national de nombreux risques de violation de données et de nombreuses tentatives d'usurpation d'identité, ce nouveau dispositif est pour nous essentiel du coup afin de sécuriser l'accès au compte caf.fr de tous nos allocataires. À savoir que si l'allocataire passe du coup par son appli mobile, il a la possibilité d'activer tout ce qui est biométrie avec du coup la reconnaissance faciale ou via l'empreinte digitale. Voilà, donc ce dispositif sera mis en place à partir du 10 décembre, donc ne soyez pas étonnés si du coup les allocataires vous disent qu'il est un peu plus compliqué d'accéder à leur espace. Alors le but, c'est pas de les restreindre, mais c'est surtout de sécuriser un peu plus l'accès à leur compte. Un petit point aussi d'information sur un dispositif que nous mettons en place. Alors c'est vraiment à titre expérimental afin de répondre un peu plus aux demandes de nos usagers
Alors, dans le cadre d'une enquête de satisfaction que nous avons menée du coup auprès des allocataires de la CAF de la Haute-Marne, on a reçu du coup un retour de 30% des usagers qui ont fait part de leur souhait d'un nouveau service, à savoir des relances par SMS de la CAF sur les démarches à réaliser. Parce qu'on a constaté qu'il y a pas mal d'allocataires aussi qui ne consultent pas forcément leurs mails ou des fois les mails vont directement dans les courriers indésirables, dans les spams ou autres. Et du coup, nous, pour les accompagner afin de leur faire prendre conscience qu'il nous manque des fois des informations ou qu'on a réclamé quelque chose sur leur espace caf.fr qui n'ont pas encore consulté du coup dans leur mail, on réalise du coup, nous, des SMS, on va dire personnalisés. Du coup, ça va être des SMS qui sont écrits à la main du coup, par des agents de la CAF afin de leur rappeler que nous attendons des documents. Alors, si on peut rentrer dans le détail, on le fait, mais que nous attendons des documents et qu'il est impératif de nous les retourner le plus rapidement possible, du coup, afin qu'on puisse traiter leur dossier et que, du coup, on puisse avoir les pièces plus rapidement. Donc ça, c'est une expérimentation vraiment inédite que nous réalisons à Cap de Haute-Marne, hein. Ce n'est pas un dispositif national afin de voir si ça marche. Donc les premiers retours de cette démarche de relance par SMS sont concluants puisqu'on a 47% des allocataires qui ont été relancés, qui ont adressé une réponse ou un document à la CAF dans les 5 jours suivant la relance, dont 21% dans le jour même de la réception du SMS. Donc on voit que ça a un réel impact et on va dire une réelle importance. Alors savoir qu'on ne peut pas généraliser non plus cette démarche à tous les allocataires, puisqu'il faut déjà qu'on ait un numéro de téléphone portable qui soit rattaché au dossier, puisque des fois on a juste une adresse mail, donc c'est assez compliqué pour ça. Et comme c'est fait manuellement, donc à chaque fois qu'on a une relance à faire comme ça, c'est quand même l'agent qui écrit le SMS à la main de A à Z pour lui dire, lui rappeler ça. Pour l'instant, on n'a pas la possibilité de l'automatiser, ce qui nous prend quand même beaucoup de temps. Et enfin, afin de conforter ces résultats et avant de valider une généralisation, l'expérimentation est prolongée jusque fin 2024. Donc on va continuer un petit peu d'expérimenter sur un échantillon, on ne peut pas encore le généraliser sur tous nos allocataires. Voilà. Pardon. Excusez-moi. Je vais vous faire aussi un petit rappel sur l'utilisation obligatoire du montant d'aide sociale, qu'on appelle un peu plus qu'on appelle un peu plus du coup communément le MNS, en tout cas dans les organismes sociaux, dans les déclarations trimestrielles de ressources, trimestrielles du coup RSA et prime d'activité. Alors n'est pas concernée l'allocation adulte handicapé, puisque l'allocation adulte handicapé, comme vous le savez, ou vous ne le savez pas, il faut déclarer le net imposable. Donc elle est toujours exclue du coup le montant d'aide sociale est exclu de ce périmètre-là. Donc c'est juste pour vous rappeler que du coup, depuis le début de l'année 2024, il est obligatoire, impératif et obligatoire d'utiliser le montant d'aide sociale dans les déclarations, que ça soit pour les ressources salariées, que ça soit aussi pour tout ce qui est ressources partenaires, donc par exemple les pensions d'invalidité, les rentes accidents de travail, les indemnités journalières, les revenus de travailleurs indépendants. À chaque fois, du coup, pour chaque type de revenu, il y a toujours le montant net social qui est du coup à inscrire et pas le montant net à payer ou le montant avant prélèvement à la source ou autre. Ça sera systématiquement le montant net social. Le montant net social, il nous sert vraiment depuis le début de l'année à fiabiliser du coup les informations et à éviter du coup les sources d'erreurs qui sont du coup majoritaires du coup dans les erreurs de déclaration trimestrielle. Ceci afin d'éviter justement ce qu'on voit juste après, le lancement des contrôles annuels de ressources que nous renouvelons comme chaque année afin de contrôler du coup les ressources, les écarts de ressources entre eux, par exemple la DGFiP. Donc si la DGFiP nous déclare 20 000 euros de ressources et que l'allocataire, lui, a déclaré qu'un cumul de 10 000 euros sur ses déclarations trimestrielles sur toute l'année 2023, on voit du coup qu'il y a une grosse différence de 10 000 euros de déclaration. Dans ce cas-là, on va adresser un formulaire un questionnaire entre guillemets à l'allocataire en lui demandant de nous fournir également les pièces justificatives qui justifieraient de cet écart. Alors que ce soit du coup les bulletins de salaire, que ce soit les versements d'indemnités journalières ou tous ces documents-là. Donc ça, c'est une campagne qu'on mène chaque fin d'année et chaque début d'année, puisque l'envoi des questionnaires va être étalé du coup entre début décembre 2024 et fin janvier 2025.
Les allocataires devront impérativement nous renvoyer ces formulaires-là le plus rapidement possible avec les justificatifs afin du coup de ne pas avoir de suspension sur leur dossier. Parce que si les allocataires ne nous retournent pas ces questionnaires-là, du coup, au bout de 4 mois, du coup, sans retour de l'allocataire, leur dossier sera suspendu. Un autre sujet, alors ce sujet-là me concerne un peu plus, du coup, puisque ça concerne la médiation et en tant que médiateur administratif de la CAF, du coup, je suis d'autant plus impacté. Alors, je vous présente, moi, une nouvelle une nouvelle manière de me saisir via une téléprocédure qui a été mise en place, va être mise en place. Hop, j'ai juste une personne qui vient d'arriver. Hop. Qui va être mise en place à partir de cette semaine. Logiquement, elle est même déjà accessible depuis le début de la semaine dernière. Alors pour l'instant, j'ai encore aucune saisine qui est passée par ici, puisque les autres canaux de saisine sont également accessibles, que ce soit du coup via l'espacecaf.fr ou via l'adresse mail du médiateur. Donc, comment utiliser cette nouvelle téléprocédure? Donc, quand vous allez dans les motifs nous contacter, vous allez toujours contacter ma CAF avec tout ce qui est prise de rendez-vous, tout ce qui est retrouver un point d'accueil. Et maintenant, vous avez le petit pavé saisir le médiateur. Alors, pour information, alors moi, je n'ai pas énormément de saisines en médiation, puisque du coup, c'est vrai qu'on a moins de délais de traitement ou autres qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres CAF. Donc j'ai eu 37 saisines qui ont conduit à une médiation. Alors au-delà des 37 saisines, j'ai aussi beaucoup d'autres saisines hors médiation qui ont été faites pour des demandes d'information ou autres qui n'ont pas pu conduire à une médiation. C'est pour ça que c'est un faible volume qui est indiqué ici. Donc comment utiliser ce petit module-là? Donc l'allocataire devra se connecter du coup sur son compte CAF.fr, puisque s'il n'est pas allocataire, il aura un petit message qui va, entre guillemets, l'éjecter de la téléprocédure en lui disant qu'elle est réservée uniquement aux allocataires de la CAF de la Haute-Marne. Parce que s'il est allocataire d'une autre CAF, ça sera du coup le médiateur de la CAF concernée qui devra saisir. Une fois qu'il aura cliqué du coup sur saisir la médiation, il aura un petit test lui demandant du coup si sa médiation concerne bien la CAF, parce que si c'est un autre organisme de sécu, il sera orienté vers le bon organisme. S'il y a un recours contentieux qui est déjà engagé, s'il a déjà fait une démarche préalable, et si oui, à quelle date il a déjà fait cette démarche préalable. Parce que pour rappel, pour saisir le médiateur, il faut déjà avoir fait une réclamation préalable et ne pas avoir engagé de recours contentieux auprès d'un tribunal. Puisque sinon, ça ne dépend pas de ma compétence, mais ça dépend du coup de la compétence du tribunal. Une fois que l'allocataire a répondu à toutes les questions, il aura du coup soit un petit motif d'inéligibilité si sa demande n'aboutit pas, ou un motif d'éligibilité avec l'information que sa demande m'a été transmise. La demande de médiation sera traitée localement dans un délai inférieur à 10 jours, alors sachant que moi, mon délai de saisine et de traitement est de moins de 1 jour. Donc, c'est-à-dire que si je reçois une demande, logiquement, je la traite dans la journée ou le lendemain maximum. Si la demande ne relève pas de la médiation, elle sera réorientée vers le service concerné. Donc, par exemple, si c'est une demande d'impayé qui n'est pas dans mes compétences, elle sera du coup redirigée automatiquement vers le service concerné pour une prise en charge le plus rapidement possible. Donc, dans le PowerPoint, vous retrouverez le petit guide en fait pour vous indiquer comment ça fonctionne. Alors, en tant qu'usager, la personne accède à son compte CAF.fr. Elle va dans contacter ma CAF, pardon. Elle est invitée à se connecter sur son compte. Elle déroule le test d'éligibilité. La demande est éligible. Dans ce cas-là, elle continue le test. Elle n'est pas éligible, elle est réorientée. Et ensuite, à la fin, il y a une validation de sa demande avec une notification automatique et il pourra suivre tout au long de la vie de sa saisine, du coup, l'avancée de son dossier. Ensuite, j'enchaîne du coup sur le calendrier des paiements 2025. Alors, vas-y. Je vois que j'ai une question du coup. Marion, oui, je Oui, t'écoute. bonjour, Marion, animatrice départementale France Service. C'est possible de rappeler, s'il te plaît, les conditions pour pouvoir saisir le médiateur et puis de nous donner éventuellement des exemples
qui peuvent donner lieu à la saisine? Alors, Faut déjà avoir fait une réclamation, c'est ça? ouais, alors attends, je regarde si je l'avais pas remis ailleurs. Ah oui, c'est vrai que la présentation ici est assez succincte. Du coup, le médiateur intervient à la suite d'une démarche préalable. Alors, ce qu'on appelle des démarches préalables, c'est par exemple une réclamation préalable de l'allocataire. Parce que si c'est juste, il se manifeste auprès de moi sans avoir déjà demandé sur son dossier ce qui bloquait ou ce qui n'allait pas, dans ce cas-là, elle n'est pas recevable puisqu'il faut déjà qu'on ait une première réponse du service prestation qui soit apportée et qui soit pas satisfaisante, on va dire, pour l'allocataire. Dans ce cas-là, par exemple, là, je peux intervenir et je peux du coup, alors soit me confirmer, on va dire, la décision qui a déjà été apportée, ou soit du coup apporter une nouvelle analyse du dossier et potentiellement faire réviser le dossier. Alors ce que je voudrais voir, non, je ne vais pas avoir du coup les motifs qui ne sont pas dedans. Si tu as plusieurs motifs là. Motifs, Ouais, prestation. alors j'ai les motifs qui sont ici. Alors j'ai des motifs, mais ça, c'est ceux qui sont du coup dans la téléprocédure. Alors il en manque un petit peu. Euh, qu'il y en a une dizaine qui sont exclus de la médiation. Alors je vais en redire deux, trois pour exemple. Du coup, là, dans le test d'éligibilité, vous allez avoir forcément, alors le plus simple, ça va être de passer dans le test d'éligibilité, puisqu'à chaque fois, il va vous dire pourquoi il n'est pas éligible. Alors la liste, elle est exhaustive, puisque là, ici, on a le recours contentieux, comme j'ai dit, si par exemple la personne a déjà et en cours de contestation auprès de la commission de recours amiable, je ne peux pas intervenir puisqu'il faut déjà qu'on ait du coup la commission qui statue. Après, je peux réintervenir. S'il y a une demande qui est faite auprès d'un tribunal, une contestation qui a déjà été faite auprès d'un tribunal qui est en cours, je ne peux pas non plus agir puisque ce n'est pas de ma compétence en tant que CAF. Et par exemple, pour tout ce qui va être, alors comment je pourrais imager ça, tout ce qui va être du droit privé, par exemple, si c'est un souci avec le propriétaire, ça c'est quand même une question que j'ai assez souvent, si c'est un problème de décence, si c'est le propriétaire qui ne veut pas engager les travaux, si il y a un problème d'impayé de loyer, par exemple, dans tous ces cas-là, je ne peux pas intervenir parce que là, ça va être du coup du droit privé avec le propriétaire. On va plus du coup les renvoyer vers l'ADIL pour qu'ils engagent du coup des démarches contentieuses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi en exclusion? Euh, Globalement, ça va surtout être ça. Enfin, moi, ce que je retrouve souvent en exclusion, ça va souvent être tout ce qui est du droit privé qui ne concerne pas directement la CAF, mais vraiment un conflit avec une autre personne pour lequel je ne pourrais pas forcément intervenir. Alors, il y a aussi un grand vide, ça va être aussi pour tout ce qui est rapport d'enquête. Alors, quand on a un contrôle qui est fait avec du coup, un rapport d'enquête qui est en cours d'étude ou en cours de rédaction et qui n'a pas encore la commission de recours amiable qui a du coup statué sur le définitif du dossier, dans ce cas-là, je ne peux pas intervenir non plus, puisqu'il faut que j'attende vraiment qu'il y ait un positionnement de la CAF avant de pouvoir du coup apporter moi aussi mon second regard et pouvoir faire réviser le dossier. Voilà. Globalement, je pense que j'ai retracé tous les motifs. Après, alors logiquement, si vous retapez du coup, par exemple sur Google, médiation administrative CAF, soit il va vous envoyer directement sur Légifrance, qui vous remet un petit peu près les motifs. Alors, c'est pareil, ils sont assez exhaustifs puisqu'ils vont aussi vous envoyer sur la médiation familiale, sachant que la médiation familiale, je ne la gère pas. Ça va être envoyé du coup au service de l'UDAF. Et voilà. Mais sinon, on va vous renvoyer du coup, je crois, à titre d'info, sur une autre CAF qui a bien détaillé tout ce qui est médiation administrative. Mais ça permet aussi d'avoir du coup les motifs que vous pourriez retrouver. Voilà. Ok, Après, si vous merci. avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'un support, du coup, n'hésitez pas à me redemander parce que je pourrais vous donner. Euh, c'est même pas je pourrais. Avec le support, je vais demander à ce qu'on vous envoie aussi une plaquette, le flyer du coup du médiateur administratif. Comme ça, vous aurez tout le détail. Voilà. Hop, je note ça vite fait. Pas plus simple.
Parce que du coup, c'est vrai que je m'y attendais pas, je suis pris un petit peu au dépourvu. Euh, Alors, je reviens du coup sur le calendrier des paiements. Alors, le calendrier des paiements, en fait, il n'y a pas grand-chose de très folichon, hein. C'est juste vous dire que le paiement sera fait généralement le 5 du mois ou en fonction de si c'est un samedi ou un dimanche, soit le 4, soit le 6. Donc ça, vous le retrouvez aussi dans le support. Je pense pas que ce soit très très intéressant non plus de passer du temps dessus. Et je vais pouvoir laisser la parole à ma collègue sur tout ce qui est parentalité. Donc, on va poursuivre avec l'appel à projet REHAP, donc, qui est le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité au titre de l'année 2025. Donc, comme vous le savez, la CAF coordonne et soutient financièrement les porteurs de projets qui viennent en appui à la fonction parentale et qui développent des activités pour, par et avec les parents. Donc, la CAF cherche toujours à développer de nouvelles actions en s'appuyant sur des initiatives qui existent déjà, mais surtout en développant de nouvelles actions afin de proposer une offre territoriale diversifiée qui est mieux structurée et identifiée pour réduire les inégalités d'accès à tous les parents. Donc, l'objectif du réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité, ça vient en appui aux parents et ça vise à développer les capacités à agir des parents, donc afin de développer le bien-être et le développement de l'enfant et de l'adolescent et surtout de prévenir des difficultés qui peuvent être rencontrées avec ou par leurs enfants. L'objectif également, c'est de renforcer la qualité du lien entre le parent et l'enfant et l'exercice de la coparentalité, donc notamment en s'appuyant sur une meilleure communication entre les parents et les enfants. Et l'un des objectifs de ce réseau, c'est de renforcer la confiance des parents qui restent les premiers éducateurs de leurs enfants. Donc, cette année, pour l'appel à projet parentalité, il y aura une priorisation des actions pour l'attribution des financements. Donc, les actions prioritaires seront les actions innovantes, donc les actions qui sont délocalisées dans des territoires qui sont peu ou pas couverts, des actions qui se déploient dans le domaine de la culture, de l'accès aux droits, donc toutes les nouvelles actions qui n'ont pas encore bénéficié de financement, des actions qui activent la dynamique partenariale et la complémentarité des dispositifs sur un territoire, l'accompagnement éducatif sur Internet et l'accès aux familles monoparentales. Donc, pour information, l'appel à projet sera diffusé prochainement sur le site caf.fr et il sera accessible du 16 décembre jusqu'au 10 mars 2025. Donc, pour compléter cet appel à projet, il faudra passer sur la plateforme Elan et les dossiers seront étudiés au comité des financeurs qui se tiendra en avril prochain. Donc, pour rappel, la CAF peut accompagner financièrement jusqu'à 80% du coût de fonctionnement de l'action, auquel on déduit les frais de déplacement et les frais de personnel. Et donc, c'est toujours dans la limite des crédits disponibles parce que c'est une enveloppe qui est allouée au niveau national. Des questions dans le fil de discussion, je vais essayer de répondre pour ça. Pas de souci, je te remercie Thomas. Donc, autre nouveauté à compter du 1er janvier 2025 qui concerne la parentalité, il y a une nouvelle structuration du Fonds national parentalité. Donc, l'objectif de cette nouvelle structuration, c'est d'harmoniser les interventions sur les différents territoires en redéfinissant les modalités d'intervention, parce qu'il s'est avéré que d'une CAF à l'autre, les pratiques étaient différentes. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'harmoniser ces pratiques. Et donc, il va avoir l'actualisation des différents référentiels en lien avec la parentalité qui vont être effectués. L'objectif, c'est de donner de la visibilité et de la lisibilité de la politique parentalité de la branche famille, de piloter cette politique sur les différents territoires et de mieux accompagner les porteurs de projets dans la structuration de leur démarche, donc en lien avec l'existant et en lien avec l'innovation. Donc, cette nouvelle structuration se composera de 4 axes. Donc, un axe sur l'implication et la participation des parents, donc autour de différentes interventions collectives. Un axe sur les nouvelles formes d'accompagnement à la parentalité à travers des interventions individuelles, le développement des espaces et des lieux ressources et le soutien des dynamiques d'animation et de promotion de la parentalité sur les différents territoires.
Donc, on souhaitait aborder ce point avec vous aujourd'hui, donc pour vous informer que vous allez recevoir prochainement les nouvelles actualisations des différents référentiels. Et donc, cette nouvelle structuration est en cohérence avec les priorités définies donc, dans le cadre du schéma départemental du service aux familles et des conventions territoriales globales. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers le service action sociale qui sera à même de vous accompagner. Ouais. Alors, je vais juste regarder, j'ai rien pour toi. Alors, j'ai pas de questions complémentaires pour Jennifer. Alors, je vais pouvoir la libérer du coup, parce que ça va être tout là concernant l'action sociale. Moi, je vais continuer mon sujet. Alors, je vais juste reprendre. Alors, je suis désolé, c'est vrai que du coup, pour lire le fil de discussion, je suis obligé de regarder sur mon téléphone à côté. Alors, du coup, Marion, j'avais répondu en partie à ta question. Alors, pour la médiation, je vais quand même reprendre par exemple un ou deux exemples. Moi, les cas les plus fréquents que j'ai, pour lesquels je peux bien intervenir sur une saisie de médiation, ça va être par exemple un allocataire qui va avoir une créance, je ne sais pas, une créance d'aide au logement. Il va faire une réclamation auprès de notre service en disant que il comprend pas pourquoi il a cette créance-là. On va lui répondre. Alors souvent, si la réponse est faite par mail, il se peut du coup que la réponse soit entre guillemets de premier niveau, donc elle soit peut-être un petit peu bateau ou un peu légère. Et l'allocataire à ce moment-là, du coup, peut me saisir derrière pour me dire j'ai toujours pas compris la réponse que vous m'avez apportée, pourquoi j'ai cette créance. Et du coup, derrière, souvent, je vais apporter du coup une réponse beaucoup plus complète en lui précisant qu'on a pris telle ou telle ressource, etc. Donc, il y a tout un échange qui va se créer du coup avec la locataire pour vraiment m'assurer qu'ils comprennent bien et que nous n'avons fait que d'appliquer du coup la stricte législation. Alors, il peut y avoir des erreurs. Et du coup, c'est soit à moi de les justifier, soit du coup de demander une intervention auprès d'un autre partenaire, que ce soit commission de recours amiable ou trouver une solution avec la locataire. Autre cas qui pourrait arriver, ça va être par exemple un locataire, on lui prélève trop sur ses prestations. Dans ce cas-là, il a déjà eu un refus de tout ce qui va être contentieux, de la branche contentieuse de la CAF. Donc moi, je vais réétudier du coup sa situation avec sa situation familiale et sa fragilité, on va dire du coup financière, pour reproposer soit un plan personnalisé, soit demander du coup un étalement de la dette un peu plus long et essayer de refaire un point du coup avec toute la direction comptable et financière. Voilà, après, ça peut prendre plusieurs formes. On va pas se cacher, souvent, ça va être à partir du moment où on a une créance. C'est souvent là que la locataire est dans l'incompréhension et voudrait plus de détails. Et aussi, des fois, pour la prise en compte de certaines ressources, puisque par exemple, pour l'aide au logement, il y a des fois, il y a des ressources qu'il ne comprend pas. Pourquoi on prend tel ou tel montant? Parce que il n'a pas compris qu'il fallait mettre les retenues, il n'a pas compris qu'il fallait mettre telle ou telle ressource. Donc dans ce périmètre-là, je peux intervenir aussi si la première réponse de premier niveau ou la réponse préalable n'a pas été satisfaisante pour la locataire. Voilà, globalement, c'est à peu près ça. Mais logiquement, dans la petite plaquette, il y aura un petit peu plus de détails sur ce qui est une médiation, ce qui n'est pas une médiation. C'est surtout on distingue bien de ce qui est la responsabilité du médiateur administratif, des autres instances, donc tout ce qui va être contestation, recours amiable ou droit privé. Et j'avais une autre question du coup qui m'indiquait: nous rencontrons des problèmes de connexion régulièrement sur CAF Bayer. Y a-t-il une possibilité d'avoir un contact? Alors je vous l'ai remis dans le fil de discussion. Il n'y a pas de souci, vous pouvez nous contacter. Alors contactez directement mes collègues. Alors j'ai deux collègues qui travaillent quasiment exclusivement sur tout le volet logement, surtout pour tout ce qui est impayé, indécence, et du coup télédéclaration sur l'offre Bayer, du coup directement sur le site caf.fr pour l'espace Bayer, qui est disponible sur Bayer, un Bayer avec un S, caf52.caf.fr. Alors, que faire lorsque nous remarquons l'absence du MNF sur les bulletins de salaire? Alors, logiquement, depuis le 1er janvier 2024, tout employeur a l'obligation d'indiquer le montant net social. S'il ne le fait pas, malheureusement, du coup, nous n'avons pas forcément la possibilité de lui indiquer autre chose.
c'est normalement une obligation légale que d'indiquer le montant d'aide sociale. C'est vrai que j'ai jamais eu le cas directement de la question, puisque systématiquement on a réussi pardon, à le récupérer du coup soit un bulletin de salaire ou en le réclamant à l'employeur. Alors ça arrive, je pense que ça arrive, bon, sur pas énormément d'employeurs, ça peut arriver, je pense, par exemple, pour tout ce qui est employeur ponctuel, comme pour les vendanges, les palissages ou autres, où ils ont peut-être pas encore fait avancer tout ce qui va être du coup logiciel compta ou déclaration un peu plus ponctuelle. Je serais tenté de dire qu'on va continuer du coup pour ces personnes-là à utiliser entre guillemets du coup nous tout le système qu'on avait avant en utilisant du coup le montant net à payer avant prélèvement à la source, en rajoutant du coup tout ce qui est à compte, tout ce qui est du coup prélèvement. Parce qu'en fait, quand il y a deux personnes qui viennent, est-ce que la deuxième personne, je la mets en commentaire ou je la mets juste en plus? Et après, tu fais une fusion pour une fusion de cellules pour l'entité pour dire que c'est la même entité. C'est pas pour moi. Par exemple, je sais pas, 30 tu as deux personnes qui viennent. Ouais. Donc, tu mets structure 30 d'accord avec moi. Oui. Après, tu mets nom, prénom, les deux personnes, tu vois, ça te fait deux lignes. Ouais. Donc, tu Voilà. Désactive le micro. Donc oui, à part continuer à prendre le net à payer avant impôt et faire comme avant en essayant de remettre du coup tout ce qui est réintégration, alors ce qu'on évitait le plus possible puisque c'est la plus grosse source d'erreur, sachant que normalement à partir d'avril 2025, nous allons passer du coup dans le nouveau processus, dans l'évolution avec montant d'aide sociale qui va être directement intégré dans les déclarations trimestrielles de l'allocataire qui sont déjà du coup en phase test sur plusieurs CAF de France. Donc ça va vraiment nous permettre de diminuer ce genre de problème où l'allocataire du coup aura déjà toutes ses ressources salariées qui seront préalimentées. Il aura juste à confirmer ou indiquer s'il y a un souci sur cette récupération. Donc j'ai pas de solution miracle à part continuer à faire comme il peut actuellement. Alors, je vais continuer. Alors, je reviens sur mon diapo, du coup. Alors, j'ai oublié, du coup, de conclure sur les prochains rendez-vous avant d'enchaîner sur le focus France Travail qui va être fait juste après. Donc, on va avoir un webinaire partenaire sur le mois de décembre 2024 qui va rappeler, alors ça, c'est aujourd'hui même. Alors, je ne sais même pas pourquoi j'ai le prochain rendez-vous d'aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Un webinaire EAJE en décembre 2024 avec les actualités réglementaires et Zoom sur le site monenfant.fr qui aura lieu le 17 décembre à 10h. Et un webinaire partenaire au mois de janvier 2025 sous le même format qu'aujourd'hui. Par contre, là, qui va reprendre les actualités réglementaires, un Zoom sur la médiation administrative et pas administration, avec une présentation détaillée de la nouveauté procédure de saisine et de retour sur le bilan 2024 de la médiation et des réclamations. Où là, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail et vraiment vous refaire, du coup, vous retracer un peu plus de typologie de saisine et de vous montrer, par exemple, les motifs ou les raisons pour lesquelles je suis saisi majoritairement. Donc, il y aura lieu le lundi 6 janvier à 10h30. Et enfin, du coup, on attaque le plus gros bloc du coup, de la présentation qui va être le zoom sur la réforme France Travail, qui va être du coup qui est le plus gros chantier du coup de cette fin d'année pour nous en tant que CAF. Alors je suis désolé, ça va peut-être vous assommer un petit peu, puisque je vais avoir pas mal de petites choses à dire pour les personnes qui ne sont pas forcément concernées, qui ne se sentent pas concernées, mais je vais quand même refaire du coup tout le background de cette réforme-là pour vous indiquer les enjeux et les objectifs de cette réforme et du coup ce qui va être mis en place. Donc à compter de janvier 2025 sera déployée du coup la réforme France Travail issue de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi qui prévoit un ensemble de nouveautés dans le suivi de l'accompagnement des bénéficiaires de RSA. L'objectif, il est ici de renforcer et d'accompagner l'accompagnement personnalisé, de proposer les services les plus adaptés aux personnes sans emploi. Elle s'inscrit dans le contexte suivant. On a un taux de chômage au quatrième trimestre 2023 de 7,5%, 1,82 million de foyers bénéficiaires de RSA, 48% des bénéficiaires ayant une ancienneté RSA de plus de 5 ans, 18% des allocataires RSA n'étant pas orientés vers un référent et 95 jours de délai moyen national d'orientation des bénéficiaires RSA vers un référent.
Derrière tout ça, il y aura trois principales évolutions qui seront prévues. La première, ça sera du coup dès janvier 2025, tout demandeur du RSA devient automatiquement et systématiquement inscrit à France Travail. L'orientation du bénéficiaire RSA vers un parcours d'accompagnement revient au conseil départemental. Donc ça, c'est une chose qui est déjà faite. Et à compter de juin 2025, un nouveau mécanisme de sanction sera mis en place en cas de non-respect par le bénéficiaire de son contrat d'engagement. Donc les sanctions, elles existent déjà actuellement, mais elles vont encore évoluer du coup à partir de juin 2025 pour s'harmoniser du coup avec cette nouvelle réforme. Cette réforme a pour conséquent une modification importante de la téléprocédure de demande de RSA qui sera disponible sur caf.fr à partir de janvier 2025. Donc elle va être complètement différente. Alors, dans la grande phase de demande, forcément, ça ne va pas changer. On va toujours lui demander du coup ses ressources, sa situation, etc. Ça sera sur l'orientation derrière que tout va être modifié. À compter de janvier 2025, tous les demandeurs de RSA du coup seront inscrits automatiquement, que ce soit du coup le demandeur, le conjoint ou les personnes de 16 à 25 ans sollicitant un accompagnement auprès d'une mission locale, ainsi que les personnes sollicitant un accompagnement par un organisme spécialisé dans l'insertion des personnes en situation de handicap. Ne seront pas concernés par cette inscription systémique, du coup, les personnes de plus de 67 ans ou de 64 ans bénéficiant d'une retraite à taux plein, ou les personnes qui sont en activité, puisqu'on ne va pas inscrire du coup une personne qui est salariée auprès de France Travail. Ça va vraiment être pour toutes les personnes qui sont sans activité. Pour permettre cette inscription automatique à France Travail, du coup, la demande de RSA va évoluer à compter de janvier 2025. Lors de la demande en ligne, l'usager sera renvoyé automatiquement et directement sur le site France Travail pour procéder à son inscription. Les données socio-professionnelles collectées jusqu'à présent pour permettre l'orientation du bénéficiaire RSA vers un parcours emploi ou social ne seront plus demandées, mais remplacées par le recueil de données d'orientation pour l'insertion professionnelle. Donc ça sera du coup un changement de dénomination avec des questions différentes. Des informations complémentaires seront demandées à l'usager pour permettre son orientation vers un référent d'accompagnement social, professionnel ou socio-professionnel. À savoir que le numéro AGDREF et les coordonnées du conjoint seront également du coup réclamées. Donc le numéro AGDREF, c'est le numéro s'il y a un titre de séjour ou les identifications du coup pour les personnes avec un titre de séjour actif. L'inscription à France Travail est automatique et s'effectue pour toute demande de RSA, que le droit au RSA soit au final positif ou négatif. Un pop-up s'affichera lors de la demande pour indiquer la redirection vers le site France Travail. Donc, que la personne, du coup, même à la fin de sa demande de RSA, elle a un droit ou non, elle sera automatiquement renvoyée vers France Travail. Pour permettre l'inscription automatisée, l'utilisation de la téléprocédure de demande de RSA est nécessaire. Les demandes papier ne seront plus possibles, sauf situation exceptionnelle. Alors j'ai encore des personnes qui arrivent. J'arrive pas à faire rentrer la personne. Prendre ça vite fait. Hop. C'est bon. Donc jusqu'à maintenant, on tolérait en fait certaines demandes de RSA qu'on pouvait remettre ou exceptionnellement du coup donner en format papier ou faire via le logiciel IRSA du coup nous en accueil. Ces demandes-là du coup ne seront plus possibles, sauf cas vraiment très exceptionnel, là où par exemple le site tombe en erreur ou un problème de téléprocédure. Hop. S'il veut bien, voilà. Concernant le renforcement de l'orientation par le conseil départemental, du coup, l'orientation des nouveaux bénéficiaires RSA revient désormais au conseil départemental. Alors ça, on l'a remis dans le PowerPoint parce que c'est du coup une directive nationale, sachant que nous, du coup, la CAF intervenait déjà du coup, pour l'orientation directe vers France Travail depuis 2021. Donc on avait déjà, du coup, nous, cette intervention qui était faite depuis 2021. Un nouveau contrat d'engagement unique sera élaboré entre le référent et le bénéficiaire RSA. Il remplace le contrat d'engagement réciproque, le CER, ou le projet personnalisé d'accès à l'emploi, donc le PPAE. Donc ça, c'était déjà des choses qui étaient mises en place, qui vont être remplacées par un contrat d'engagement unique. Ce nouveau contrat intégrera une durée hebdomadaire d'activité d'au moins 15 heures à des fins de formation et d'insertion dans l'emploi.
Les droits de l'usager comprennent un accompagnement personnalisé, des actions de formation proposées et la désignation d'un référent unique. Les devoirs et les engagements du demandeur d'emploi s'appuient sur son assiduité dans la recherche d'emploi. Le bénéficiaire RSA reste soumis aux droits et devoirs avec l'obligation de respecter, bien sûr, ce contrat et de le renouveler afin de maintenir ses droits au RSA. Donc ça ne va pas changer au niveau du suivi du coup et du renouvellement. On va parler rapidement des sanctions puisque pour l'instant c'est le projet, il ne sera pas mis en œuvre au 1er janvier avec l'inscription systématique, mais ça viendra du coup à partir du 1er juin 2025 puisque c'est quelque chose qui a été repoussé dans l'attente de validation des décrets au niveau du coup de l'État. Mais je vais quand même en parler pour que vous soyez au courant. Un nouveau mécanisme de sanction progressive est instauré en cas de non-respect par le bénéficiaire de RSA du contrat d'engagement, avec une sanction pouvant être prononcée soit par le conseil départemental, soit par France Travail. Une nouvelle sanction est créée, la suspension remobilisation, si le bénéficiaire refuse d'élaborer son contrat d'engagement, d'actualiser son contrat ou ne respecte pas tout ou partie du contrat. Cette action est caractérisée par une suspension provisoire du droit et a la possibilité pour l'usager du coup de récupérer le droit jusqu'à 3 mois en cas de remobilisation dans sa recherche d'emploi. Les décrets d'application relatifs aux sanctions sont reportés au 1er juin 2025 dans un premier temps. Ce volet de la réforme ne s'appliquera par conséquent qu'à compter de cette date. Dans l'attente, le traitement des sanctions reste géré comme actuellement au premier semestre 2025. Donc, pour l'instant, il existe déjà des sanctions pour non-respect des plans, pour non-respect du coup des PPAE ou non-inscription auprès de Pôle emploi ou autre. Et ça restera des sanctions qui sont pour l'instant prononcées par le conseil départemental, qui nous sont transmises et qu'on continuera à enregistrer comme actuellement. Par contre, on peut déjà du coup vous exposer du coup les deux types de motifs qui seront du coup que vous retrouverez dans le petit PowerPoint, avec le refus d'élaborer ou d'actualiser le contrat, donc on appelle du coup le NRP, avec un premier manquement, avec une suspension du RSA selon un taux qui sera défini par décret pour une durée de 1 à 3 mois. Cette sanction ne pourra pas dépasser 50% pour les foyers supérieurs à une personne. En cas de remobilisation du bénéficiaire RSA, donc quand vous allez avoir BRSA, ça veut dire bénéficiaire RSA, durant la période de suspension, l'ensemble des sommes suspendues sont reversées dans une limite de 3 mois de sommes à rappeler. Ce qui veut dire que quand on a ce type de suspension-là, si l'allocataire se remobilise du coup dans le délai des 3 mois, on peut lui reverser du coup les 3 mois de suspension du RSA. Donc, chose qu'on fait déjà actuellement, par exemple, si la sanction, si la personne se réinscrit ou si elle re-signe un contrat et qu'on avait du coup appliqué une sanction sur le mois en cours, on peut revenir sur cette sanction sur décision du conseil départemental. On aura, à partir du deuxième manquement ou persistance ou réitération, la suppression du RSA partiel ou total selon un taux défini par décret pour une durée de 1 à 3 mois après consultation des équipes pluridisciplinaires, sauf pour les foyers du coup supérieurs à une personne ou pour les bénéficiaires de RSA majoré dont la sanction ne pourra pas dépasser 50%. À savoir qu'en l'absence de mise en conformité, la radiation de la liste des bénéficiaires RSA à l'issue de la période de suppression. Ce qui veut dire que si la locataire du coup ne se remobilise pas, du coup ne re-signe pas du coup de contrat par exemple, ou ne respecte pas son contrat, il aura du coup une fin de droit au RSA et une radiation du coup des bénéficiaires RSA. Le cas numéro 2, donc non-respect des dispositions du contrat, avec un premier manquement, avec une suspension de 30 à 100, qui sera basée de 30 à 100% sur une durée de 1 à 2 mois, et toujours avec la même exception pour les bénéficiaires, du coup, pour les foyers bénéficiaires supérieurs à une personne qui ne peut pas dépasser du coup 50% du montant. En cas de remobilisation du bénéficiaire RSA durant la période de suspension, l'ensemble des sommes sont reversées dans une limite de 3 mois de sommes rappelées. On aura un deuxième niveau avec un deuxième manquement de persistance ou de réitération. Donc, dans ce cas-là, on aura une suspension ou une suppression du RSA de 30 à 100% pour une durée, encore une fois, de 1 à 2 mois, après consultation des équipes
pluridisciplinaire, comme on l'a vu un peu au-dessus. Et dans ce cas-là, du coup, on n'aura pas la remobilisation, on n'aura pas la possibilité de reverser. Et enfin, nous aurons du coup, en cas de troisième manquement, la suppression du RSA de 100% pour une durée de 3 à 6 mois après consultation des équipes pluridisciplinaires. En l'absence de mise en conformité de la radiation de la liste des bénéficiaires de RSA sera mise en place et du coup, la personne devra renouveler sa demande de RSA si elle veut retrouver un droit ultérieur. Voici, et enfin, ça doit être la toute dernière, du coup, pour les actuels bénéficiaires de RSA, puisque là, on a parlé de toutes les nouvelles demandes de RSA pour toutes les personnes qui déposeraient une demande de RSA sur le site caf.fr, qui sera inscrite directement. Par contre, pour tous nos actuels bénéficiaires, du coup, conformément à la loi du 18 décembre 2023, les bénéficiaires RSA seront inscrits automatiquement à France Travail au cours du premier semestre 2025. Ils n'auront aucune démarche à réaliser et l'inscription sera réalisée par le biais d'un échange informatique entre CAF et France Travail. Donc ces opérations sont déjà en cours. On a déjà commencé du coup à échanger les fichiers pour du coup nous récupérer toute notre base RSA et du coup qui recroisent avec leurs bénéficiaires d'allocation ou les personnes inscrites auprès de France Travail. Et enfin, afin d'accompagner la mise en œuvre de cette réforme, plusieurs actions sont mises en place par la CAF à destination de nos allocataires, actuels et futurs bénéficiaires de RSA. Ça va commencer par une information des actuels bénéficiaires en début d'année 2025 sur l'inscription automatique à France Travail au cours du premier semestre 2025. Un renforcement de la communication auprès des usagers utilisant la demande papier pour les inciter à faire leur demande de RSA en ligne sur caf.fr. Des appels sortants que nous allons réaliser du coup à destination des nouveaux bénéficiaires RSA en janvier 2025 pour leur préciser des nouvelles modalités d'accompagnement et de leur inscription automatique à France Travail. La poursuite d'ateliers avec nos bénéficiaires RSA, du coup, entre la CAF, le conseil départemental et la CEPAM en termes d'accompagnement des nouveaux bénéficiaires RSA pour leur présenter les démarches et les droits et devoirs. Donc ça, c'est des ateliers où on vous invite du coup à sensibiliser du coup les nouveaux allocataires ou les nouvelles personnes qui feraient les demandes. Donc nous, toutes ces personnes, alors que ce soit sur Chaumont, sur le bassin de Chaumont ou de Saint-Dizier, on va essayer de récupérer du coup nous, tous les bénéficiaires, tous les nouveaux demandeurs, pour les inciter à s'inscrire, pour bien les sensibiliser du coup sur bien faire leur démarche, pour connaître leurs droits et leurs devoirs. Et enfin, une fiabilisation au cours du premier semestre 2025 des échanges d'informations avec France Travail et le conseil départemental pour permettre l'inscription automatique à France Travail et la mise en œuvre du nouveau mécanisme de sanction. Donc, pour rappel, qui sera en place à partir du 1er juin 2025. Et voici, du coup, terminé cette présentation de webinaire, alors, qui était vraiment bien axée aussi sur toute la mise en place de la nouvelle réforme France Travail à partir du 1er janvier 2025. Si vous avez des questions dès maintenant, n'hésitez pas à les poser. Pour rappel, du coup, à l'issue du webinaire, on vous enverra du coup le lien d'enregistrement et on vous renverra le support de présentation et je vous joindrai aussi la plaquette médiation si j'arrive à vous trouver quelque chose de pas trop lourd pour pouvoir du coup l'utiliser, la transmettre ou voilà, en faire bon escient. Vous avez aussi la possibilité du coup de juger du questionnaire avec le questionnaire de satisfaction avec le QR code que vous retrouverez du coup en fin de PowerPoint. Et voilà, si vous avez une question, vous pouvez lever la main, la poser dans le fil de discussion, ou prendre la parole dès maintenant. Sinon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes fêtes de fin d'année si je ne vous revois pas. Avec le plaisir de vous retrouver du coup d'ici l'année prochaine. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.